Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, les 3 soldats français blessés en Afghanistan ont bien été la cible de tir d'une unité française. C'est ce qu'indique l'enquête interne réalisée par l'armée. C'est la première fois qu'un tel accident se produit. Explication à suivre. Faut-il croire au miracle? Les négociations directes reprennent entre Israéliens et Palestiniens pour la paix au Proche-Orient. Benyamin Netanyahou et Mahmoud Abbas sont arrivés à Washington. Analyse dans un instant de notre correspondant Charles Anderlin. En France, la rentrée des professeurs, 850 000 enseignants ont retrouvé leur établissement. Pour les élèves, ce sera demain matin. Doit-on miser d'abord sur l'excellence ou rendre le lycée accessible à tous? Débat et point de vue tout à l'heure. Une décision qui fait des vagues, le réseau Quick étend son offre de restaurants halal. Il y en aura 22 en France. Pourquoi? Quelle réaction dans les quartiers concernés? C'est le dossier de cette édition. Une épave immense par 4000 mètres de fond. Nous découvrirons de toutes dernières images du Titanic. Une nouvelle expédition scientifique est en cours. Enfin, Zidane à la rescousse. Le champion des champions est venu à la demande de Laurent Blanc gonfler le moral de l'équipe de France à la veille des matchs pour l'Euro. Qu'a-t-il dit aux Bleus? Reportage tout à l'heure. Bienvenue dans ce journal. C'est donc le premier incident de ce genre pour l'armée française engagée en Afghanistan. Il a été officiellement confirmé cet après-midi. Les 3 soldats blessés il y a 8 jours, dont l'un grièvement, ont bien été atteints par des militaires de leur propre camp, des troupes françaises. Explication à Maury Guibert, Philippe Jasselin avec notre bureau à Nice. Tir-Milan au nord du Wadi. Les soldats du 21e RIMA filmés il y a peu en Afghanistan. C'est désormais une certitude. 3 d'entre eux ont été blessés par des tirs amis lors de l'opération Hermès Bureau. Une opération d'envergure déclenchée dans la nuit du 22 août et mobilisant 380 soldats. Les Français étaient répartis autour du village de Karamkel en 3 groupes, bleus, rouges et verts. Très vite, ils essuient les tirs d'insurgés. Sur les hauteurs, une section est en appui, elle riposte, mais confond les soldats français avec des insurgés. Cet accident résulte d'une succession et d'un enchaînement d'incompréhensions accentuées par les conditions dans lesquelles se déroulait l'opération. Je vous le rappelle, lors de ce tir, il faisait nuit, le terrain est particulièrement difficile, la végétation est dense. C'est la première fois qu'un tel incident se produit depuis que la France est engagée en Afghanistan fin 2001. À Fréjus, cet après-midi, pas de réaction devant les portes du 21e RIMA. Après les conclusions de l'enquête, aucun militaire ne devrait être sanctionné. Pour l'état-major, il n'y a eu aucune erreur déterminante de commise, seulement un dramatique concours de circonstances. Bonsoir Gérard Grisbeck, vous êtes en direct au ministère de la Défense. Alors justement, faut-il y voir un simple accident ou bien le signe de la difficulté croissante des opérations pour les Français là-bas? Vous savez, ici, au ministère de la Défense, on considère que c'est un simple accident. Mais tout de même, cette affaire tombe très mal, au plus mauvais moment. Au moment même où, en Afghanistan, on comprend bien que les troupes occidentales sont tombées dans un bourbier politique et militaire. En réalité, ce qui est arrivé, c'est le pire des scénarios pour des soldats. Vous savez, quand un soldat s'engage dans l'armée, c'est la première chose qu'on lui apprend. C'est le b.a.-ba, ne pas tirer sur un ami. Ça paraît évident, ça paraît même un peu ridicule, mais en réalité, ça arrive souvent. C'est souvent arrivé aux troupes britanniques, souvent arrivé aux troupes américaines, même si pour les Français c'est la première fois. En réalité, plus les armes sont sophistiquées, plus le risque existe qu'il y ait des tirs amis. En ce qui concerne les 3 malheureux blessés, ils ont été rapatriés en France à l'hôpital. Le premier vient de sortir de cet hôpital, les 2 autres y sont encore et parmi les 2 autres, l'un d'eux est grièvement brûlé. Gérard Grisbeck au ministère de la Défense. Merci Gérard. L'espoir est mince, mais il existe. Après plus d'1 an et demi sans contact, les négociations de paix reprennent donc ce soir et demain entre Israéliens et Palestiniens. Les 2 dirigeants sont arrivés à Washington. Cette fois-ci, peut-elle être la bonne après tant de désillusions? C'est ce qu'on va voir dans un instant. D'abord, parce que le dossier est très compliqué, voici concrètement quels sont les 2 ou 3 points essentiels sur lesquels vont porter ces discussions. Bernard Lebrun, Guillaume Beaufils. Solution ou illusion? La reprise des pourparlers de paix directe aboutira-t-elle? Arrivés la nuit dernière à Washington, pour l'instant, Mahmoud Abbas et Benyamin Netanyahou ne se sont ni vus ni parlé. L'enjeu, la création d'un État palestinien voisin d'Israël, 62 ans après la recommandation de l'ONU. 2 États pour 2 peuples, un principe. Mais quelle viabilité peut avoir aujourd'hui ce nouvel État? La continuité territoriale. Sauf à creuser des tunnels sous les murs ou construire des ponts par-dessus, on voit mal comment les Palestiniens pourront se réunir demain par-delà les barrières de sécurité.
Les territoires palestiniens sont en effet pluriels et isolés. Pire, la politique de colonisation en Cisjordanie a dessiné une carte en peau de léopard. En vert, les terres palestiniennes, en bleu, les implantations des colons. La question de Jérusalem. 2 pays peut-être, mais une seule capitale sûrement. Depuis la reconquête de Jérusalem par Israël en 1967, la ville 3 fois sainte est progressivement passée sous la domination immobilière et militaire des Israéliens, en bleu sur la carte, en vert, la peau de chagrin palestinienne. La sécurité partagée. Mais tout cela n'est qu'argussie face à l'énorme problème que pose la sécurité intérieure et des frontières du futur État palestinien. Les Israéliens le veulent démilitariser. Mais alors comment lutter contre le terrorisme? Comment s'assurer que les islamistes du Hamas, qui contrôlent Gaza, ne torpilleront pas dès le premier jour les accords de paix? Bonsoir Charles Anderlin, vous êtes en direct à Jérusalem. Vous avez suivi et raconté toutes les tentatives précédentes depuis 20 ans. Question simple, peut-on être optimiste? Écoutez, moi je ne le suis pas, mais il faut absolument garder l'espoir car ce sont peut-être les négociations de la dernière chance. Avec la poursuite de la colonisation, d'ici 2 ou 3 ans, il sera probablement impossible de créer un État palestinien viable. Cela dit, les obstacles sont immenses, la confiance ne règne pas. Les Palestiniens sont allés à Washington surtout pour qu'on ne puisse pas les accuser de rater encore une occasion de paix. Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, ne nous a pas dit ce qu'il avait l'intention de faire. Va-t-il prolonger le gel de la construction dans les colonies et risquer ainsi la crise gouvernementale? On le saura bientôt. Enfin, hier soir, l'attentat contre des colons israéliens, 4 morts, tués par des terroristes du Hamas, vient nous rappeler que les extrémistes veillent, prêts à torpiller le processus de paix. Charles Anderlin à Jérusalem. Merci Charles. L'actualité en France, c'est d'abord le cœur qui bat sans doute pour 12 millions d'élèves qui vont rentrer demain et peut-être aussi pour les enseignants qui retrouvaient leur établissement dès aujourd'hui. Avec un peu de réconfort d'abord dans ce sondage Harris Interactive pour le Parisien. 73% des Français se disent satisfaits de l'implication des professeurs. Ils sont même 82% à juger l'enseignement satisfaisant. Signe particulier de cette rentrée, un grand nombre d'enseignants débutants sont plongés dans le bain sans formation pratique. Ils passent directement de la théorie à la salle de classe. Mallory Aounou, Alexis Delcourt. Moi j'arrive de Rennes, donc je découvre à la fois la région et voilà, le métier. Ils font leur entrée dans la cour des profs. 4 stagiaires parmi les 36 enseignants de ce collège du Val-de-Marne. Un peu intimidés, normal, un peu inquiets aussi. Dans cette chemise, leur emploi du temps et la nouveauté de cette année, tous commencent à temps complet, 18 heures par semaine. Ça fait 6 cours différents à préparer, ça va être difficile. On nous envoie dans le bain dès demain, donc le stress commence à monter tout doucement. Pas encore de volontaires pour accompagner ce jeune enseignant d'allemand. Thibault Lecointe, prof de gym, est lui plus rassuré, son tuteur a bien été nommé. Ce sera surtout un rôle d'accompagnement dans la conception et dans la mise en œuvre de son enseignement. Il va être confronté à plein de problématiques nouvelles, gérer des classes, apprendre à se positionner. Auparavant, la première année, les nouveaux professeurs alternaient cours et formation. Désormais, dès le concours en poche et sans réelle pratique, on les met au défi d'enseigner. L'idée, c'est de les positionner professionnellement, donc c'est le terrain qui va parler. Suis-je prêt à devenir un professeur? C'est la question qu'ils doivent se poser pendant cette année. Le grand saut avec quelques filets, des tuteurs, 20 jours de formation dans l'année et cette préparation à la veille de la rentrée. Pour prendre la parole, on la demande. C'est la première règle. Et c'est une règle qui n'est pas négociable. 2 petits jours pour acquérir les bases. Asseoir son autorité, c'est ça. Parce qu'on va aller voir les élèves toute l'année. Et les premières heures, les premières minutes avec ces élèves sont fondamentales. Une année de test pour 16 000 enseignants, dont 8 300 en collège et lycée. Mais malgré le stress, tous l'affirment, ils sont pressés de se lancer. Et parmi les nouveautés de cette rentrée, il y a les 2 heures d'aide personnalisée pour tous les élèves, dans un premier temps en seconde. C'est l'une des propositions qui s'inspire du rapport Descoings, du nom du directeur de Sciences Po, qui préconise un lycée à la portée de tous. Cette orientation ne fait pas l'unanimité. Certains estiment qu'en sacrifiant l'élitisme, on brade en quelque sorte l'enseignement. Voici les arguments des uns et des autres. Chacun se fera son idée. Lycée, le débat. Mallory Aounou, Pascal Caron. Descoings le médiatique face à Brigelli, le franc-tireur.
Le premier dirige Sciences Po et a initié la réforme du lycée. Le second, professeur de lettres, la dénonce. Deux hommes en désaccord. D'abord sur la mesure phare de cette rentrée, l'accompagnement de 2 heures promis chaque semaine aux élèves de seconde. Entre les familles, vous savez, il y a beaucoup d'inégalités selon qu'on a conscience de l'importance du travail à la maison ou pas. Et puis selon qu'on a les moyens de faire appel à des petits cours, des élèves des grandes écoles ou des professeurs qui viennent à domicile. Un gage d'égalité pour lui, un gadget pour Jean-Paul Briguelli. Pour certains, les heures de soutien deviendront des heures supplémentaires, véritablement, dans lesquelles on fera des cours extrêmement sérieux. Pour d'autres, ce sera de l'encadrement psychologique. Je n'y crois pas, moi. Ce temps, lui, préférerait le consacrer au programme. Mais pouvait-on alourdir encore les horaires des lycéens, parmi les plus lourds d'Europe? Avec des rythmes qui sont déjà très allégés par rapport à ce qu'ils étaient même il y a une vingtaine d'années, on arrive à une catastrophe pédagogique, et ce n'est pas en allégeant encore ces rythmes scolaires, ce n'est pas en mettant les matières fondamentales le matin et la gym l'après-midi que l'on va arriver à quelque chose de tout à fait sérieux. Vous avez des trous chaque jour dans la semaine qui viennent limiter l'emploi du temps. Donc je pense qu'on peut faire mieux sans empiler des heures supplémentaires. Soutien, réorientation, revalorisation des filières en perte de vitesse. Autant de mesures censées réduire les décrochages. Alors lycée à la portée de tous ou lycée bradé? Sous prétexte de s'occuper de ceux qui avaient des difficultés au départ, on a égalisé en quelque sorte en écrasant le niveau des uns et des autres. Je ne vois pas en quoi l'ambition de porter l'ensemble des jeunes générations plus haut ferait baisser le niveau. Ou alors c'est qu'on est ultra élitiste et qu'on dit que le succès des uns ne vaut que par l'échec des autres. Deux visions irréconciliables face à l'ouverture du lycée. Reste un constat, un jeune de sa génération sur 3 ne décroche toujours pas le bac. Autre titre de l'actualité, cette décision qui crée des remous. Le réseau de restauration rapide Quick a donc décidé d'étendre son offre d'établissements halal. Il y en aura désormais 22 en France. Des élus locaux prennent leur distance au nom de la lutte contre le communautarisme. Ce soir, un groupe de 7 députés UMP parle d'initiatives inacceptables. Sur place pourtant, vous allez le voir, la tonalité semble différente. C'est le dossier de cette édition. Il est signé Anne-Charlotte Inet, Mathieu Nivenglowski avec notre bureau à Strasbourg. Du pain, du fromage et une tranche de viande. Il a tout d'un hamburger classique, mais il est halal. Et les clients de ce fast-food de banlieue parisienne n'ont pas d'autre choix. Ici, tous les sandwichs à base de bœuf et de poulet sont certifiés halal, issus d'animaux abattus selon le rite musulman. Dans ce restaurant, des clients de confession musulmane et d'autres. Pour tous en tout cas, ça ne fait aucune différence. Comme à la cantine, hein. Il y a des gens qui mangent halal, d'autres qui n'en mangent pas, donc on fait pour les deux. C'est bien, parce que tout le monde peut manger. Les musulmans, les non-musulmans. C'est question de religion, je pense. Je le respecte tout à fait et j'apprécie autant que si ce serait un hamburger normal. Quelqu'un qui n'est pas musulman peut manger halal. Il n'y a aucun inconvénient. Mais nous, on n'a pas le droit de manger leur viande. Donc, tout le monde peut manger ici. Que halal, bon, il faut bien penser à ceux qui mangent halal, bien sûr. Maintenant, c'est vrai, pourquoi imposer que le halal? Ça, c'est déjà un débat. Maintenant, on pourrait faire les deux. Proposer les deux types de viande dans un même restaurant, ce n'est pas pour l'instant la politique de la maison. Déjà 8 restaurants exclusivement halal et aujourd'hui, 14 autres se mettent eux aussi au halal. Une décision commerciale prise ici dans ce restaurant en fonction de l'évolution des ventes. La forte proportion de vente de produits à base de poissons, au-dessus de la moyenne nationale, et a fortiori des taux de vente de produits à base de bacon inférieurs à la moyenne nationale. Il faut aussi que le restaurant enregistre des différences de vente significatives pendant le ramadan. Et les résultats sont là. En 6 mois, les restaurants exclusivement halal ont presque doublé leur chiffre d'affaires. Une bonne opération commerciale, mais sur le plan des principes, c'est plus discutable, disent bon nombre de maires qui s'opposent à la démarche. Ce qu'il faudrait éviter, c'est de stigmatiser des quartiers, de les spécialiser en quelque sorte. L'idée, c'est la diversité sociale, l'idée, c'est la mixité sociale, autant que faire se peut. Face aux critiques, Quick a accepté de proposer des sandwichs traditionnels dans ses restaurants halal dès 2011. Mais ils ne seront pas préparés sur place, simplement réchauffés au micro-ondes. En attendant, les 22 restaurants certifiés de la marque continueront à faire du 100% halal.
L'économie, c'est une promesse qui avait été faite il y a plusieurs mois. Le RSA, le revenu de solidarité active, mis en place l'an dernier, est accessible depuis ce matin aux moins de 25 ans. Ça n'était pas le cas, rappelons-le, pour le RMI. Mais le gouvernement a fixé des critères stricts et le nombre de bénéficiaires devrait être très loin de ce qui était prévu au départ. De quoi s'agit-il exactement? Explication Romain Messi. Jeunes et au chômage. Guillaume Sola, 20 ans, souhaiterait travailler dans le secteur de l'animation, mais les annonces des agences intérim ne le mènent pas très loin. Les missions que je fais, c'est généralement 3 à 6 heures. C'est très difficile en fait. Je trouve pas rien de plus de 2 jours en fait. J'ai du mal. Comme d'autres jeunes de moins de 25 ans, Guillaume Sola aimerait profiter du revenu de solidarité active, qui offre jusqu'à 460 € d'allocation versée par l'État, en plus d'un salaire éventuel. Un dispositif vanté par le gouvernement. C'est une vraie bouffée d'oxygène, ça redonne du pouvoir d'achat aux jeunes. Mais le RSA jeune ne sera versé qu'aux moins de 25 ans, ayant travaillé plus de 2 ans au cours des 3 dernières années. Une condition très stricte qui risque d'éliminer de nombreux candidats et que dénoncent les associations. Si des jeunes rencontrent la possibilité d'avoir travaillé 2 ans à temps plein durant les 3 dernières années, c'est pas eux qui ont besoin de soutien. Eux, ils sont insérés dans le monde du travail. Ceux qui ont besoin de soutien aujourd'hui, ce sont les jeunes qui sont en situation de grande précarité, en situation de chômage de longue durée. Quelques dizaines de milliers de jeunes pourraient toucher le RSA dans les prochains mois, alors que le chômage frappe plus de 20% d'entre eux. Économie encore et en bref, les grandes entreprises du CAC 40 se portent bien. Elles ont quasiment doublé leurs bénéfices au premier semestre. Les chiffres ont été donnés aujourd'hui, 41 milliards d'euros au total, en tête Total et la BNP. Et puis, cette petite phrase qui ne passera sans doute pas inaperçue, elle est signée François Baroin qui envisage des hausses d'impôts, sujet tabou au gouvernement, mais à partir de 2013. Pour financer la dette sociale, dit-il, il faut prévoir l'apport de ressources nouvelles, que ce soit par la suppression de nouvelles niches ou à défaut par une hausse progressive de la CRDS. Rappelons que la CRDS est un impôt créé pour résorber l'endettement de la sécurité sociale. Une nouvelle éclaircie pour l'immobilier en France. Les ventes ont augmenté de 7% au deuxième trimestre dans le neuf. Les permis de construire font un bond en avant, plus 30% en 3 mois. Julien Beaumont, Marie Cazot. Forcément, il faut de l'imagination pour voir ce que va devenir cette friche industrielle. Dans 2 ans, des immeubles flambant neufs. Un projet et déjà des ventes. Des appartements sur plan que ce promoteur n'a aucun mal à écouler. D'ailleurs, il ne reste plus beaucoup de choix. Et les pastilles représentent les appartements vendus. En fait, on a une vingtaine d'appartements de vendus sur la première tranche, le premier bâtiment qui fait 33 appartements. Ça a été vite? Ça a été relativement vite, c'est une commercialisation qu'on a démarrée en juin de cette année. Nous sommes à Massy, aux portes de Paris. RER, TGV à proximité, c'est tout un quartier qui se construit. Le promoteur nous emmène voir un nouvel arrivant. C'est un premier achat. Nils Walker, propriétaire d'un 2 pièces. J'ai eu le prêt à taux zéro. Donc c'est vrai que ça aide beaucoup. Hein. Pour un célibataire, c'est quand même 9600 €, donc ça aide. Voilà. Au final, vous avez acheté combien, vous demandez 165 000 €. Premier achat? Premier achat, oui. Au deuxième trimestre 2010, les ventes de logements neufs atteignent presque les 30 000 biens, soit plus 7% en un an. Ce sont surtout des maisons, plus 23%, mais aussi des studios, plus 11%. Des niveaux de vente proches de ceux de 2007, avant la crise, grâce à la mise en place de nombreuses aides. Mais pour combien de temps ? Ces investisseurs se sont précipités sur le marché immobilier pour bénéficier des avantages fiscaux. Ces avantages fiscaux restent importants, mais devraient diminuer dès 2011. Malgré cette éclaircie, les constructions restent insuffisantes. Il manque 200 000 logements par an en France. Du coup, les prix du neuf continuent de monter. Ils ont pris 5% en un an. En bref, un mot de l'affaire Bettencourt. Dans le versant familial du dossier, une perquisition s'est déroulée toute la journée au domicile de la milliardaire. La justice cherche notamment à trouver les preuves de sa fragilité psychologique supposée. Liliane Bettencourt se dit ce soir choquée par cette opération. Elle indique que les serrures de ses coffres ont été forcées. Image signée Yann Moine. À l'étranger, quelle politique en Europe pour les Roms? Eh bien, les expulsions musclées menées en France depuis quelques jours ne sont pas un cas unique. Le gouvernement de Silvio Berlusconi s'est lancé lui aussi dans des opérations de police de grande ampleur. Reportage Philippe Visserias, Yona Messina.
Ils les ont trouvés cachés au milieu des bois. Des baraques de fortune construites en périphérie de la capitale italienne. Ici vivent dans des conditions précaires une centaine de Roms. Tu es seul ici? Pour ces policiers, première étape, contrôle d'identité. Tous sont roumains, leurs papiers sont en règle. Pour ces gens, pas d'expulsion forcée, mais une incitation à partir. Alors, on t'offre le voyage et tu rentres en Roumanie aujourd'hui. On t'offre le billet et tu t'en vas. Mais cet homme refuse de quitter l'Italie. Moi, je vais où je veux. Je partirai quand je le déciderai, pas quand le veut la police, compris? J'ai pas fait de prison, j'ai pas commis de crime ou de viol, je travaille ici. On lui donne alors quelques minutes à peine pour rassembler ses affaires et il pourra partir libre. Pour ces policiers italiens, ces opérations d'évacuation, c'est de la routine. Cela fait maintenant plus de 2 ans qu'ils détruisent systématiquement ces campements clandestins, pour inciter les 100 000 Roms présents en Italie à rentrer en Roumanie et en Bulgarie. Malheureusement, nous n'avons pas la possibilité de les obliger à quitter l'Italie. Nous n'avons pas les instruments juridiques pour le faire. Ce matin, la mort dans l'âme, certaines familles ont accepté le rapatriement. Notre vie est très difficile. En Roumanie, on n'a rien à donner à manger aux enfants. Au même moment, les bulldozers sont déjà entrés en action. En quelques minutes, il ne restera plus rien de ces barrages. Certains de leurs occupants n'auront même pas eu le temps de récupérer leurs biens. Le maire de la ville de Rome annonce vouloir détruire dans les jours qui viennent entre 150 et 200 campements tels que celui-ci. Des campements qui souvent se reforment dans la même journée, quelques centaines de mètres plus loin. Il est 20h20, restez avec nous. À suivre, le Titanic sous toutes les coutures. La nouvelle expédition scientifique a livré ses premières images. Nous les découvrirons. La passion de la généalogie, nouvelle émission de télévision ce soir, floraison de sites internet, la recherche des origines familiales est plus prisée que jamais. Et puis l'hommage à Laurent Fignon se poursuit un peu partout en France. Les associations contre le cancer se manifestent notamment pour saluer son combat. Mais d'abord, cette évolution importante, au moins sur le principe, dans le domaine de la bioéthique. Une brèche s'ouvre en matière d'anonymat. Les enfants issus d'un don de sperme auront accès à certaines informations sur le donneur et même à son identité, mais seulement si celui-ci donne son consentement. Nathalie Sapena, Mathieu Nivenglowski avec notre bureau à Rennes. Dans la famille Kermalvezen, ils sont 3 enfants, nés de 3 donneurs différents. Connaître l'homme qui a donné son sperme il y a une vingtaine d'années, cette possibilité qui leur est offerte par le projet de loi bioéthique, ils en rêvaient depuis longtemps. Si je peux mettre un visage humain sur cette personne, je peux me dire que c'est lui et pas quelqu'un d'autre. Parce que j'ai pas envie de passer ma vie à perpétuité et de me dire que je peux être le fils du voisin, le fils du banquier, le fils du médecin, le fils du prof. J'en ai ras-le-bol. Dans le projet de loi, le donneur garde le choix. Il pourra refuser de se faire connaître. L'enfant aura alors accès à quelques informations générales sur le profil du donneur. Catégorie socio-professionnelle, région d'origine, couleur des cheveux. Mais si le donneur est d'accord, c'est toute son identité jusqu'à son numéro de téléphone qui sera révélé. Cette levée sous condition de l'anonymat serait une révolution, car en France, l'anonymat du don est un principe fondamental avec la gratuité. De quoi inquiéter les donneurs comme Jean-François Gaudin. Pour lui, il est inimaginable d'accepter de rencontrer dans 18 ans une personne conçue avec ses gamètes. Je répondrai non catégoriquement. Pour moi, l'anonymat était la condition sine qua non de ce don. Ma responsabilité, elle se situait en fait en tant que donneur pour un apport par rapport à une défaillance que je qualifie moi, je ne sais pas si le terme est exact, de mécanique. J'ai apporté une petite pièce qui était défaillante. Et mon rôle en tant que donneur s'arrête là. Les médecins craignent une chute des dons alors que les donneurs sont déjà rares. Le projet de loi sera discuté cet automne. Les débats promettent d'être vifs. Une redécouverte maintenant, on ne s'en lasse pas. Voici les toutes dernières images du Titanic. Le bateau qui a fait naufrage il y a près d'un siècle est au cœur, vous le savez, d'une nouvelle expédition scientifique à 4000 mètres de profondeur. Les premiers documents viennent d'être rendus publics. Commentaire Gilles Marinet. Par 4000 mètres de fond au large de Terre-Neuve, voici la proue du Titanic. Elle vient de surgir dans le faisceau des projecteurs d'un sous-marin robot. L'engin est équipé de caméras ultra sophistiquées. Jamais on n'avait pu observer l'épave avec autant de précision. Et surprise pour les spécialistes, elle n'est pas aussi rouillée qu'ils le pensaient. Il s'est pourtant écoulé 98 ans depuis le départ triomphal
de la côte anglaise à destination de New York. Réputé un submersible le plus grand transatlantique au monde, allait pourtant heurter un iceberg. C'était le 14 avril 1912. Plus de 1500 morts, la plus grande catastrophe maritime en temps de paix. L'épave du Titanic est un monument aux disparus. Il est impossible bien sûr de la ramener à terre, mais grâce à ces images qui seront traitées en 3 dimensions, nous pourrons tous un jour visiter un Titanic virtuel, réplique minutieuse de l'épave. Un nouveau rendez-vous ce soir sur France 2. L'émission s'appelle Retour aux sources. Il s'agit d'accompagner une personnalité sur les traces de ses ascendants et même de ses ancêtres. Émission qui fait écho à ce qui est devenu une passion française, la passion de la généalogie, encore renforcée par Internet. Enquête Daniel Wolfram, Dominique Bonnet. La généalogie réserve bien des surprises. Vincent Pérez, comédien, découvre avec sa mère ce soir sur France 2 les mystères qui entourent sa famille. En 1940. 40. Oui, j'étais bébé. Moi, il y a une chose... Il y a un vide chez moi. Il y a un vide, voilà, exactement. Oma, elle t'a jamais dit... Non. Non. Sur tes 3 frères, non. Ce qu'ils sont devenus? Non, non. Grâce à l'émission, il a ainsi retrouvé la trace de ses grands-parents. Pouvoir mettre une chronologie à l'histoire, à cette histoire, à l'histoire de ma famille, du côté espagnol, les Pérez, et de l'autre côté les Bush, du côté de l'Allemagne. Pour moi, c'était assez fascinant. Je vous montre mon bureau, c'est mon univers où il y a... Ils sont aujourd'hui 6 Français sur 10 à entreprendre des recherches sur leur histoire familiale. Certains de manière passionnée, avec parfois des résultats stupéfiants. Il y a actuellement 45 000 personnes. De votre famille? Famille ou apparentés ou des gens rattachés ayant le même nom. Ou, Rechercher ses ancêtres, le phénomène n'est pas nouveau, mais il s'accélère grâce aux 1500 sites spécialisés sur Internet. Autrefois, il fallait beaucoup de temps. Plutôt des retraités donc s'intéressaient à leurs ancêtres pour aller aux heures où les archives étaient ouvertes fouiller les documents. Et puis aujourd'hui, avec Internet, on peut faire de la généalogie le soir en rentrant du travail. Du coup, plus citadins, plus modernes, les moins de 35 ans sont devenus majoritaires chez ces Français à la quête de leurs ancêtres. On a envie de savoir pourquoi on est ici aujourd'hui, et puis pourquoi on est métissé, et puis pourquoi on a des origines différentes, et comment nos parents se sont trouvés à un moment donné au même endroit alors que leurs origines sont complètement différentes. L'éclatement des familles, la perte des repères, tout concourt à rendre de plus en plus populaire la généalogie qui s'expose comme des œuvres d'art. Retour aux sources, c'est à suivre avec Arnaud Poirot d'Arvor ce soir à partir de 22h05. Les hommages se poursuivent, toujours très nombreux au lendemain de la disparition de Laurent Fignon. Comme l'acteur Bernard Giraudot, c'est notamment son courage et sa sincérité face au cancer qui forcent l'admiration. Beaucoup y voient une aide pour tous les anonymes qui vivent la maladie au quotidien. Samassoula, Frédéric Basile. Les 4 derniers secteurs. En commentant le Tour de France, Laurent Fignon avait aussi choisi d'incarner le cancer devant des millions de téléspectateurs. En ce qui concerne ma voix, ne vous faites pas de crainte, ça ne me fait pas mal. Simplement, voilà, j'ai une corde vocale qui est bloquée par un nerf qui ne fonctionne plus à cause d'une tumeur. Rassuré pour expliquer et dédramatiser la maladie. Laurent Fignon avait voulu montrer que l'on pouvait vivre et travailler malgré le cancer. Ça m'énerve beaucoup. Le fait que depuis peu de temps, c'est récent que les personnalités publiques parlent de leur maladie, c'est une forme d'exemplarité qui se transmet dans des milieux où peut-être on a moins l'habitude de parler, où on se dit puisqu'il en parle, je vais en parler. Christine Joeil est en chimiothérapie. Elle approuve ces prises de parole des personnalités qui, dit-elle, aident à changer le regard des proches. Le fait que des célébrités en parlent, ça peut, à mon avis, faire entendre au public, enfin à tout le monde, que ça touche tout le monde, on peut aussi s'en sortir, ça permet de peut-être faire tomber les tabous. Et les tabous et les préjugés existent bel et bien. De nombreux patients cachent encore leur maladie. Et c'est très très difficile d'en parler, ça peut évidemment
vous faire perdre votre travail, ça peut faire en sorte que vous n'arriviez pas à obtenir de prêt d'emprunt pour un achat important, comme une maison par exemple. Et en parler même aux proches, ça reste extrêmement difficile. C'est pour aider tous ces patients à sortir de l'ombre que Laurent Fignon avait choisi d'exposer son dernier combat. Oui, aux États-Unis, c'est l'acteur américain Michael Douglas qui a annoncé hier à la télévision que son cancer de la gorge était en phase avancée. Michael Douglas, 65 ans, se dit toutefois optimiste quant à sa guérison. Sport, football, Zidane à la rescousse. Le champion des champions est venu à la demande de Laurent Blanc gonfler le moral de l'équipe de France à la veille des matchs pour l'Euro. Qu'a-t-il dit aux Bleus? Reportage à Rontanzit, André Germain. Vous ne rêvez pas. En crampons, shorts et survêtements de l'équipe de France, Zinedine Zidane rayonne. À l'invitation de Laurent Blanc, l'icône du football français est venu transmettre le respect du maillot bleu et la culture de la gagne à la nouvelle génération. Je suis content d'être là, d'avoir partagé une journée avec eux et leur dire mon sentiment par rapport à ce que j'avais vécu en équipe de France. Et que je disais que c'était à travers la victoire qu'on construisait quelque chose. Un entraînement ouvert au public. Soufflé par la technique encore intacte de Zizou, l'enchanteur, à plus de 38 ans. Il a fait contrôle de la poitrine, tête, aile de pigeon, il a tout fait. Il est aussi fort qu'avant, il n'a pas changé. Pour nous, c'est une légende. C'était un rêve de le voir. C'est quelqu'un qui a tout gagné avec la sélection, qui vient nous faire partager un peu ses sentiments. Et encore une fois, c'était un plaisir. Des Bleus encadrés aujourd'hui par Alain Bogossian, Fabien Barthez, Laurent Blanc, Zinedine Zidane. Après le fiasco sud-africain, les champions du monde 98 sont au chevet de cette équipe de France. C'est des icônes dans le football français, donc on a envie de s'inspirer de ce qu'ils ont fait, même si le chemin est long quand même. L'opération séduction a ses limites. Vendredi soir au Stade de France, sans Zinedine Zidane sur le terrain, les Bleus devront se débrouiller seuls. Et la victoire face à la Biélorussie est impérative. On verra. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. Les 3 soldats français blessés en Afghanistan il y a 8 jours ont bien été la cible de tir d'une unité française. C'est ce que confirme l'enquête officielle de l'armée. C'est la première fois qu'un tel accident se produit. Et puis, toujours en Afghanistan, cela fait 246 jours qu'Hervé Guéquier et Stéphane Taponnier ainsi que leurs 3 accompagnateurs sont retenus en otage. Nous ne les oublions pas. Merci à tous. Tout de suite la météo, Tania Young qui nous promet encore du beau et du chaud. 20h35, un téléfilm 35 kilos d'espoir avec Gérard Rinaldi. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.